Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode du Mercato Idéal à ce jour. Alors on avance peu à peu dans cette série qui commence un peu à être interminable parce que je l'ai commencé le 17 mai, on est déjà rendu au mois de juillet. Il reste encore quelques épisodes qui sont en préparation et qui arrivent dans les jours à venir. Et aujourd'hui on s'attaque à Strasbourg qui, un peu à l'inverse des autres clubs de Ligue 1, ne subit pas de la même manière la crise économique, puisqu'à Strasbourg l'arrivée de Bluco en tant qu'actionnaire majoritaire du club a même complètement redynamisé autant le secteur économique que le secteur sportif. Preuve en est, Strasbourg a fini 7ème la saison dernière au terme d'une saison assez spectaculaire, accrochant au passage une place pour les barrages à la Ligue Europa Conférence. On sait que les places européennes en Ligue 1 sont très chères, surtout au vu de la crise économique que traverse le football français. Strasbourg, eux, sont un peu à contre-courant dans ce sens-là. L'arrivée de Liam Rosenior qui a pu mettre ses principes en ordre de marche à Strasbourg avec beaucoup de jeunes joueurs. Il a réussi à trouver avec des choix assez surprenants, une équipe assez rafraîchissante finalement. Il a réussi un peu à bluffer la Ligue 1, puisqu'on peut le dire, Strasbourg est certainement la révélation de la saison dernière, avec plein de jeunes joueurs qui se sont révélés. On a vécu vraiment une belle saison, je pense, en Alsace, avec parfois aussi des petits trous d'air de peut-être 3 semaines, un mois maximum, mais toujours cette envie de créer, cette envie de faire du jeu et de ne jamais renier ses principes. C'est aussi la marque je ne vais pas dire des grands clubs, mais des clubs qui veulent avoir de l'identité, et pour moi Strasbourg en a, pour moi Liam Rosenior en a. Donc voilà, tirons un contexte club. Du coup j'ai déjà fait un peu dans mon introduction une partie Bluco. Alors ça a un aspect qui est évidemment très positif sur l'aspect économique, sur l'aspect sportif du club. Il y a 1000 exemples de multipropriétés qui se sont mal passées en France. Bluco pour l'instant n'en fait pas partie. En même temps je pense que c'est aussi chapeauté par Marc Keller qui fait très attention, même si qui dit multipropriété avec un club qu'on qualifiera évidemment de grand frère et non pas juste de frère, vraiment de grand frère qui prend aussi un peu plus que ce qu'il donne, automatiquement Strasbourg est aussi, qu'on le veuille ou non, la vitrine de Strasbourg, d'où la nécessité aussi de rotation, c'est-à-dire de faire valoriser les différents profils prêtés par Chelsea tous les ans, et ça marche. André Santos prêté par Chelsea est international brésilien, il a fait une saison XXL à Strasbourg. Djordje Petrovic a explosé aussi à Strasbourg. La vitrine pour l'instant elle marche très bien, elle avantage Strasbourg non pas sur le long terme mais vraiment sur le court terme, sur une saison. Problème évidemment, c'est que tous les ans du coup il y a une rotation assez importante au sein de l'effectif, avec tous les joueurs prêtés par Chelsea qui retournent au sein du club anglais, d'autres qui arrivent, bref. L'été avec beaucoup de mouvements, Strasbourg va devoir en faire une de ses marques de fabrique, parce que ça va être le cas cet été, mais ce sera aussi certainement le cas l'été prochain et l'été d'après, et ce jusqu'à temps en fait que Strasbourg parvienne peut-être à devenir un petit peu moins la vitrine de Chelsea, même si c'est tout l'intérêt pour le club anglais dans ce rachat. Donc voilà, donc j'ai parlé aussi déjà un peu de la réussite sportive, et puis j'ai parlé aussi de renouer avec la Méno, donc le stade de la Méno qui était en travaux la grosse partie de la saison. Donc une nouvelle tribune qui va faire augmenter la capacité du stade, et ça me permet de faire du coup un peu le pont avec un autre sujet, c'est qu'il y a beaucoup d'ultras à Strasbourg qui justement sont contre cette multipropriété et ont continué tout au long de la saison, et ce malgré les bons résultats sportifs, à crier leur mécontentement vis-à-vis du fait que Strasbourg ne vise plus que l'intérêt de Strasbourg, mais aussi l'intérêt de Chelsea, et que ils ont peut-être l'impression de passer en second plan, ce qui s'entend. Je pense que beaucoup de supporters seraient contre le principe de multipropriété, même si, encore une fois, l'exemple à Strasbourg se passe vraiment très bien par rapport à de nombreux autres exemples, autant en France qu'à l'étranger. Mais voilà, l'idée de renouer avec la Méno, c'est essayer aussi de choper un peu plus tout le monde et d'avoir une sorte d'union sacrée autour de l'équipe, parce que je pense que Strasbourg, s'ils parviennent à passer les barrages de Ligue Europa Conférence, ils peuvent avoir un coup à jouer dans cette compétition. Donc voilà, je pense que ce serait intéressant pour Strasbourg de pouvoir capitaliser aussi sur l'ambiance à la Méno et sur une forme d'union sacrée autour de l'équipe qui reste une très belle équipe de Ligue 1, disons-le. Donc voilà. Parlons du coup désormais des objectifs de ce mercato idéal. Remplacer les nombreux départs, autant les joueurs qui étaient prêtés que les joueurs en fin de contrat, que les prêts qu'on va envoyer à gauche à droite. Donc dans tous les cas, il va y avoir pas mal de départs à remplacer, mettre en avant de nouveaux jeunes,
C'est le principe dans tous les cas de Strasbourg, on le sait, c'est leur politique, c'est aller chercher plein de jeunes joueurs, les faire jouer 2-3 ans à Strasbourg et les revendre x3 ou x4 sur leur valeur, donc sur le prix du moins auquel ils les ont achetés. Donc forcément, c'est un principe qu'on peut dire de trading, mais aussi une volonté à Strasbourg d'avoir une équipe très jeune, très rafraîchissante. Marc Keller en parlerait évidemment beaucoup mieux que moi, donc... Parmi mes autres objectifs, il y a conservé néanmoins un semblant de structure. Liam Rosenior a créé quand même un schéma assez intéressant qui permet à chaque joueur de se retrouver dans des positions assez optimales en fonction de leur style de jeu. Bref, c'est vraiment très bien réfléchi, autant autour de la transition offensive que autour d'une équipe avec beaucoup de mouvements. C'est aussi ce qui fait la réussite de beaucoup d'équipes modernes dans le football. En témoigne le jeu de Luis Enrique, où c'est une équipe qui est en mouvement perpétuel, quoi, qui ne s'arrête jamais de courir. Liam Rosenior, c'est un peu la même chose, c'est un peu le Luis Enrique, mais un petit peu plus pauvre évidemment, parce que Strasbourg n'a pas les mêmes moyens que le PSG, mais reste malgré tout un des clubs les plus attractifs de Ligue 1 sur ce mercato. Donc respecter la stratégie du club, ne pas renier l'idée que dans tous les cas il y aura des prêts avec Chelsea, que ça a servi sportivement le Racing, et donc on va poursuivre dans cette logique là. Donc aller chercher des jeunes joueurs, conserver un semblant de structure, et puis respecter le partenariat avec Chelsea qui fait aussi en quelque sorte la réussite sportive du club. Donc voilà, on attaque tout de suite avec les fins de contrat. Donc là évidemment il y a pas mal de joueurs prêtés. André Santos, évidemment, qui est devenu vice-capitaine de Strasbourg à seulement 21 ans. C'est un milieu qui toque déjà à la porte de la Seleção, de Carlo Ancelotti désormais. Milieu brésilien qui a vraiment explosé et qui, bon, alors il y a évidemment de la concurrence, mais pourrait s'imposer à Chelsea assez rapidement, aux côtés de Enzo Fernandez ou de Moises Caicedo. Vraiment très très grand talent. On a eu de la chance de l'avoir eu pendant 1 an et demi en Ligue 1. Il a enchaîné 2 prêts, un de 6 mois, un d'1 an. Il a vraiment explosé la saison dernière. Voilà, c'était devenu une pièce assez incontournable de la Ligue 1. J'en avais même fait une vidéo spécialement pour lui, en disant à quel point à mes yeux il pourrait déjà apporter à la sélection brésilienne, qui était à ce moment-là un peu voilà, dans une dynamique assez négative. Donc voilà, André Santos qui quitte le club à la fin de son prêt. C'est le même principe, c'est le même cas pour Djordje Petrovic, prêté 1 an à Strasbourg, qui a fait une très grosse saison. J'ai pas peur et j'ai pas froid aux yeux de dire qu'il est top 3 des gardiens de Ligue 1 la saison dernière, et donc il fait évidemment partie des hommes forts de la réussite strasbourgeoise. Donc à 25 ans, j'ai cru entendre qu'il pourrait signer à Bournemouth en première ligue. Donc encore une fois, ça a permis à Chelsea de le mettre en avant à Strasbourg, de lui créer une nouvelle valeur marchande et de pouvoir le vendre et de faire une plus-value sur lui. Donc voilà, on parle d'une vente assez importante, peut-être 25-30 millions à Bournemouth. Donc voilà. Thomas Delaine, lui, quitte libre le club après, donc il faisait partie des derniers témoins du Strasbourg avant Bluco. Donc il a très peu joué ces dernières années, il a eu quelques blessures et c'est Le Havre qui a saisi l'opportunité et qui devrait le signer libre dans les prochains jours. Donc voilà. Et puis Mamadou Sarr qui a été une des belles surprises du dernier recrutement strasbourgeois, acheté 10 millions d'euros à Lyon. Et bien figurez-vous qu'un certain club anglais vraiment très peu connu, Chelsea par hasard, a mis 20 millions d'euros pour le recruter en janvier dernier. Donc c'est un deal qui était déjà bouclé, il était convenu qu'il termine la saison avec Strasbourg. Désormais que la saison est terminée, il devrait rejoindre Chelsea. Et contrairement à André Santos, je pense qu'en tant que défenseur central, il y a peut-être plus la place pour s'imposer à Chelsea que en tant que milieu de terrain. Alors il faut mettre tout ça entre guillemets, hein. Quand je dis qu'il y a plus la place, il y a certainement au moins 15 joueurs sous contrat en tant que défense centrale, mais d'un point de vue qualité, il y a peut-être un petit peu moins de concurrence, même si à Chelsea, encore une fois, il y a au moins 70 joueurs sous contrat. C'est assez aberrant cette équipe, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, Mamadou Sarr qui aura fait une belle saison, il n'en aura fait qu'une seule avec Strasbourg, et il se sera vraiment imposé au cœur de la défense centrale alsacienne, et il faisait partie des pièces centrales évidemment du jeu de Liam Rosenior, même après l'arrivée de Andrew Omobamidele qui est arrivé en janvier, prêté par Nottingham. Mamadou Sarr continuait d'être un des leaders défensifs de l'équipe. Donc voilà. Les autres départs, et pas des moindres, le capitaine Habib Diarra qui s'était vu promettre en quelque sorte une forme de bonne sortie après 3 années assez pleines en Ligue 1 avec Strasbourg. À 21 ans, il avait été lancé par Antonetti, si je me souviens bien, lors de la mission maintien, et ça doit faire au moins 2 ans à l'époque avec Habib Diallo, etc. Et à seulement 18-19 ans, il avait déjà éclaboussé un peu la Ligue 1 de son talent. C'est une vraie valeur sûre de notre championnat, pas le joueur qui a le plus de stats, mais un profil... voilà, assez complet, et qui dit profil
profil assez complet. Il dit aussi appel de la première ligue, et c'est Sunderland, le promu, qui a cassé sa tirelire pour le faire venir. On parle d'un transfert à hauteur de 37 millions d'euros. Donc évidemment, ça vient renflouer les caisses strasbourgeoises, et ça met encore en valeur autant la formation alsacienne, parce que là c'est un pur produit du RCSA, mais également le principe de mettre en avant de la jeunesse. Donc c'est un système qui pour le coup fonctionne vraiment bien à Strasbourg. Donc voilà, Habib Diarra, très très gros transfert. Marvin Senaya, lui, a enchaîné quelques blessures, a été prêté à Lausanne et a signé à Auxerre pour 1,5 million d'euros. Donc ça, dans tous les cas, je pense que Liam Rosignol ne comptait pas trop sur lui au poste de latéral droit. Ala Bellarouche, qui a fait une demi-saison l'année dernière après le départ de Matt Sells à Nottingham. Là du coup, avec l'arrivée de Petrovic et de Carl-Johan Johnson, s'est retrouvé troisième gardien et a complètement disparu des radars. Braga a saisi l'opportunité et l'a signé pour 300 000 euros il y a de ça quelques jours. Et puis le dernier départ, Steven Basseya pour 400 000 euros, jeune joueur formé à Strasbourg qui n'était pas également dans les plans alsaciens et qui a rejoint Alverca, si je dis pas de bêtises, pour 400 000 euros. Donc voilà pour les départs. On poursuit avec une seconde vague, et là c'est plus des prêts de jeunes joueurs, parce que ça fait aussi partie de la politique de Strasbourg d'avoir beaucoup de jeunes joueurs sous contrat, d'en faire jouer certains, d'en prêter d'autres. On l'a vu l'année dernière. Par exemple Milos Lukovic, qui était déjà prêté aux Pays-Bas, si je dis pas de bêtises, qui du coup, bon, son prêt était assez mitigé, devrait du coup repartir vers un nouveau prêt. Donc je pense que Strasbourg parviendra à lui trouver une porte de sortie. Rabi Nzingula, c'est un peu le même constat. Il a fait une saison convenable avec Montpellier, sans non plus crever l'écran, même si à 18 ans c'est une très belle saison pour un jeune de son âge. Néanmoins, voilà, je pense que au milieu de terrain, Strasbourg a d'autres ambitions, surtout que Strasbourg va jouer sur 3 tableaux avec pas mal d'ambitions, autant autour de la Conference League que autour de la Ligue 1. Et Rabi Nzingula, je pense qu'un nouveau prêt pourrait lui faire du bien dans l'objectif vraiment de revenir à Strasbourg avec 2 saisons pleines en pro, qui à 20 ans n'est pas donné à tout le monde. Donc voilà. Ensuite, Oscar Perea et Pedri Cuotro, qui jouent très peu, que je connais très peu, mais qui je pense du coup pourraient également aller chercher des prêts. Voilà, j'ai prévu d'autres plans pour l'attaque strasbourgeoise. Donc voilà. Une nouvelle vague de départ, encore une fois avec pas mal de prêts. Aboubacar Ali, jeune défenseur qui jouait majoritairement avec la réserve et qui devrait du coup partir en prêt cet été. Je reste fidèle à ça, je l'envoie également s'affirmer, pourquoi pas à l'étranger, je pense que ça peut lui faire du bien. Un jeune sur qui on doit avoir quelques regrets néanmoins à Strasbourg, c'est Moïse Saïdion, qui avait démarré très fort en pro. Je me souviens de son but au Parc des Princes face au PSG. Ensuite il avait eu quelques blessures, il avait été prêté à Annecy, et là il avait sorti une saison XXL avec 15 buts, et surtout un style vraiment plaisant quoi à voir, et vraiment une saison XXL de sa part. Donc je parle de ça doit faire à peine 2 ans. Donc voilà, Moïse Saïdion, problème, il est revenu à Strasbourg. Il a joué quelques matchs depuis l'arrivée de Bluco et Patrick Vieira. Et ensuite il a commencé à avoir des blessures, et puis entre temps il y avait l'arrivée de Dylan Bakwa, il y a eu l'arrivée de Emmanuel Emega, et forcément petit à petit la porte s'est refermée, et donc il devrait quitter le club définitivement cet été. Je pense qu'un transfert à hauteur de 1 million d'euros est envisageable pour lui. Donc voilà. Et puis un gros départ en plus de Mamadou Sarr, en plus de Habib Diarra et en plus des retours de prêt, c'est celui d'Ismaël Doucouré. Alors il y a une raison stratégique aussi à ça pour Strasbourg, c'est que ça fait partie des rares jeunes joueurs qui étaient au club avant l'arrivée de Bluco. Son contrat se termine dans 1 an, c'est un joueur qui est vraiment très bien valorisé, international espoir français, un style qui plaît beaucoup, capable de jouer défenseur central et milieu défensif. Il est capable d'avoir un gros volume de jeu, d'être solide défensivement, et surtout il a une progression qui est assez linéaire. Il faisait partie des profils qu'appréciait beaucoup Liam Rosignol. À Strasbourg, il était prévu qu'il quitte le club cet été. Donc ils vont essayer de lui trouver une porte de sortie sans pour autant brader leurs joueurs. Donc je pense que pour 20 millions d'euros, Strasbourg du coup pourrait en tirer, je trouve, un joli transfert, surtout pour un joueur qui verra son contrat expirer l'an prochain. Donc voilà. Et puis un des derniers joueurs que j'envoie en prêt, il s'agit de Pape Biong. Alors lui, je souhaitais pourquoi pas le garder dans la rotation, mais entre temps un papier de l'équipe est sorti m'indiquant qu'il devrait être prêté à Dunkerque. Donc dans l'objectif de faire un mercato idéal assez réaliste, évidemment je le note parmi les départs. Donc direction Dunkerque pour lui, très intéressant à la fois pour Strasbourg, à la fois pour le joueur, parce que Dunkerque c'est quand même un club assez sain qui a une vraie politique sportive, 16e budget de Ligue 2, ils ont fini 4e l'année dernière. Donc voilà, c'est très intéressant pour lui d'aller
découvrir ce championnat-là. On voit l'évolution qu'a eu un joueur comme Ragoubert par exemple à Dunkerque. Espérons pour lui qui a un profil assez similaire, assez grand, etc. Qu'il parvienne à avoir les mêmes chemins et qu'il revienne encore plus fort à Strasbourg. Donc voilà. Et puis là, la toute dernière vague de départ, parce que malgré tout il y en a beaucoup, là c'est des départs assez définitifs, il s'agit notamment de Jérémy Sebas, prêté à Bastia la saison dernière, qui fait aussi les frais de toute cette nouvelle jeunesse qui a très talentueuse qui arrive à Strasbourg. C'est que certains joueurs formés au club se retrouvent avec moins d'opportunités de s'imposer en Ligue 1. Jérémy Sebas a été prêté à Bastia, visiblement les dirigeants corses ont bien aimé son passage et l'ont fait signer définitivement pour 700 000 € cet été. Donc voilà, il devrait être un des hommes forts du projet Bastien l'année prochaine, donc il faudra suivre évidemment son parcours en Ligue 2. C'est un attaquant qui m'intéresse pas mal de mon côté. Donc voilà, Jesse Deminguet qui était prêté à Metz lui en Ligue 2 l'année dernière et monté avec Metz en Ligue 1. Et vu que Metz n'a pas énormément il n'y a pas beaucoup de joueurs dans l'entrejeu, que c'était devenu un des hommes clés du système de Le Mignan, automatiquement Jesse Deminguet a vu son option d'achat être levée à hauteur de 900 000 € environ. Donc voilà, encore une fois, ça permet à Strasbourg aussi de faire du tri dans son effectif qui est déjà assez pléthorique. Robin Risser, 20 ans, qui je pensais que Strasbourg allait miser sur lui, notamment pourquoi pas en doublure, mais il y a déjà Carl-Johan Johnson à ce poste-là. Visiblement les dirigeants strasbourgeois, après son bon prêt au Red Star, on rappelle qu'il est international espoir français, ont décidé du coup de le vendre. Belle offre de Lens à hauteur de 3 millions d'euros plus 2 millions d'euros bonus, donc ce qui fait un total peut-être de 5 millions d'euros plus 20% à la revente. Donc une belle vente néanmoins pour Strasbourg. Robin Risser devrait être le gardien titulaire de Lens, donc espérons pour Strasbourg qu'il ne s'en morde pas les doigts. Imaginons il fait une ou deux bonnes saisons en Ligue 1, sa cote monterait à 20-25 millions d'euros, donc automatiquement Strasbourg pourrait s'en mordre les doigts, même si je pense que Strasbourg ne manque pas de jeunesse non plus. Et puis un dernier départ assez logique, c'est celui d'Edouard Sobol, qui lui n'est pas en fin de contrat, mais qui devrait je pense partir libre. Moi je prévois d'autres plans au poste de latéral gauche. Il a très peu joué cette année, et puis bon, à 30 ans... Voilà, autant qu'il relance sa carrière, je pense qu'une résiliation de contrat à l'amiable est envisageable pour ce joueur. Donc voilà. Donc on a quand même un total de 20 départs, donc 14 hors groupe. Qu'est-ce que j'entends par des joueurs hors groupe? C'est des joueurs qui soit n'étaient pas dans les plans de Liam Rosenior, soit étaient prêtés à l'étranger ou ailleurs. Un total de 86,7 millions d'euros de recettes transferts hors commission, c'est-à-dire que je ne compte pas les 10% pour les agents, etc. Donc ça reste une très belle somme malgré tout pour Strasbourg. Néanmoins, il y a une rotation assez importante, donc qu'on le veuille ou non, ça fait partie de la stratégie du club, beaucoup de passages, et beaucoup de joueurs assez importants du système de Liam Rosenior ont quitté le club. Habib Diarra, Mamadou Sarr, André Santos, George Petrovic et Ismaël Doucouré, qui sont du coup les 5 joueurs principaux à avoir quitté le club. Et puis on poursuit malgré tout la stratégie de faire confiance à la jeunesse, pas forcément au sein de Strasbourg, mais aussi dans d'autres clubs via des prêts. Ça peut être très intéressant. On a vu par exemple en seconde partie de saison Junior Mwanga et Seydou Sow être prêtés respectivement au Havre et à Nantes. Ça a permis de leur donner du temps de jeu, et au final ça a été des prêts qui ont été à la fois positifs pour eux et à la fois pour le club qui avait obtenu leur signature. Bon, malheureusement pour Seydou Sow, il est revenu à Strasbourg avec les ligaments croisés. Néanmoins, il avait fait 9 très bons matchs avec Nantes, et je suis bien placé pour vous le dire, étant donné que je suis supporter nantais, et que voilà, il avait permis, il a quand même apporté durant ces matchs à Nantes, et du coup ça lui a redonné une certaine cote. Alors évidemment, il y a cette blessure, et ça malheureusement, il n'y est pour rien. Donc voilà, jetons un coup d'œil aux 11 strasbourgeois avec tous les départs qu'on a effectués. Donc à première vue on se rend compte que finalement il n'y a pas tant de dégâts que ça. Il y a une raison, c'est qu'on est déjà le 10 juillet et que Strasbourg n'a pas attendu ma vidéo mercato idéale pour frapper fort sur le mercato, avec 2 joueurs qui étaient prêtés les 6 derniers mois à Strasbourg et qui ont vu en quelque sorte leur option d'achat être levée, ou du moins qui sont arrivés définitivement à Strasbourg. Donc c'est le cas du coup de Valentine Barco qui arrive de Brighton, un des joueurs polyvalents par excellence du système de Liam Rosenior. Il est arrivé en tant que latéral gauche, il a fini par exploser au milieu de terrain. Andrew Mobamidele, je pense que Strasbourg a pas mal réfléchi sur son cas. Ils ont fini par faire le transfert définitivement, mais avec quelques doutes néanmoins sur le joueur qui s'est blessé, qui a quelques facilités à se blesser, donc malgré tout il y a un risque derrière ça, mais qui globalement dégage pas mal de sérénité. Donc voilà, je pense qu'il plaît aussi pas mal à Liam Rosenior vis-à-vis du fait que c'est un joueur typique un peu première ligue, et que voilà, ça plaît un peu.
Et je pense que c'est l'idée hein, derrière son arrivée définitive, et surtout voilà, de remplacer et d'assurer une certaine stabilité après le départ de Mamadou Sarr en défense. Et puis, un des rares petits nouveaux, Soumaïla Koulibaly, qui est tout juste arrivé à Strasbourg. Il était prêté l'année dernière à Brest par Dortmund. Là, c'est un transfert définitif à hauteur de 7 millions d'euros pour le joueur formé au PSG, défenseur central gaucher, qui du coup vient renforcer la défense strasbourgeoise. Vous avez vu que j'ai néanmoins pris quelques choix. Alors autant Emmanuel Mega, il est annoncé qu'il va rester à Strasbourg cette année et que dans un an il rejoigne Chelsea. Autant Gueladoué, on parle d'intérêt du Milan AC, etc. Moi ça fait partie des hommes forts du système de Liam Rosenior, donc je préfère me dire qu'il partira dans un an. Dylan Bakwa aussi, ça reste une grosse valeur marchande et un joueur qui apporte tellement que je pense qu'il faut le garder. Et puis j'ai remplacé Habib Diarra par Félix Le Maréchal qui était dans la rotation et qui a fait si bon derniers mois. J'espère qu'il sera encore au niveau. Sébastien Nanazi lui est toujours là. Et puis celui qui était arrivé en tant qu'ailier et qui s'est imposé en tant que latéral gauche, Diego Moreira, international belge, qui a fait sa première sélection avec les Diables Rouges il y a à peine quelques semaines. Et donc, comme vous pouvez le voir, il nous faudra donc trouver un remplaçant Djordje Petrovic dans les buts et un remplaçant Andrei Santos au milieu de terrain. Mais là où on se rend compte qu'il y a aussi plus de boulot, c'est si on s'imagine un second 11 type pour imaginer la rotation un petit peu strasbourgeoise et la profondeur de banc, parce que comme je l'ai dit, Strasbourg va jouer sur les 3 tableaux, surtout s'il passe les barrages de Ligue Europa Conférence, alors c'est pas fait, néanmoins ça annonce une saison à rallonge et j'espère pour la Liam Rosenior et pour les joueurs pas mal de rotation pour éviter les blessures. Il faut donc avoir au moins, je pense, 25 joueurs disponibles prêts à jouer cette année. Et là, on se rend compte qu'il y a du boulot dans ce second 11 type. La défense, ça va, car Johan Johnson fait son job en tant que doublure. Seydou Sow est blessé, certes, mais peut revenir en cours de saison pour dépanner un peu la défense strasbourgeoise. Dans le pire des cas, il y a également Yoni Gomis qui marque des points, autant en sélection jeune en équipe de France que avec la réserve de Strasbourg. Et puis Abakar Silla est lui bien là, cantonné à son rôle de doublure certainement de Soumaïla Koulibaly. Je trouve que ses derniers matchs à Strasbourg étaient positifs. En janvier dernier, on parlait plus que jamais d'un départ. Au final, ça s'est pas fait, il est resté. Et je pense qu'il peut avoir un rôle à jouer dans cette saison strasbourgeoise. Samuel Amou Ameyo, que vous voyez en ailier droit, était arrivé à Strasbourg prêté par Southampton l'hiver dernier. Strasbourg a en quelque sorte levé son option d'achat à hauteur de 7 millions d'euros. Il sera strasbourgeois l'année prochaine et il sera certainement la doublure soit de Le Maréchal, soit de Dylan Bakwa. Et puis Junior Mwanga qui revient d'un très bon prêt au Havre, qui du coup aura un rôle à jouer, je pense, au milieu de terrain, en étant une solution un peu plus défensive pour vraiment apporter un équilibre. Je pense qu'il peut, voilà, ça peut bien matcher avec Liam Rosenior. Il revient plus fort que jamais et vu que Strasbourg va potentiellement faire une saison à peut-être 50 matchs ou 45-50 matchs s'ils parviennent à être performants sur les 3 tableaux, bah automatiquement il faut de la profondeur de banc, donc c'est pour ça qu'il va nous falloir aller chercher autant de joueurs. Donc voilà. Si on résume du coup les postes ciblés, il nous faut donc un gardien titulaire pour remplacer notre ami Djordje Petrovic. Il nous faudra donc également un défenseur central dans la rotation axial droit, donc une doublure à Gueladoué. Derrière ce terme de doublure, j'entends aussi remplaçant de Gueladoué, parce que j'imagine que si Gueladoué ne part pas cet été, il partira certainement l'été prochain. Donc je vais essayer d'anticiper tout ça en allant chercher un joueur qui peut faire une saison en concurrence avec Gueladoué la première année et s'imposer comme titulaire dès la seconde saison. Donc c'est l'idée que j'ai derrière la tête. Un défenseur gauche slash milieu gauche, donc une vraie doublure à Diego Moreira, qui du coup avec le départ de Sobol et de Delaine se retrouve seul à ce poste de latéral gauche, milieu gauche, enfin piston gauche. Donc voilà, je vais essayer d'aller lui chercher une doublure pour pouvoir lui permettre de souffler un peu durant l'année. Le même constat côté droit pour Dylan Bakwa, avec, comme avec Gueladoué, un second intérêt, vu que Dylan Bakwa peut certainement faire partie des joueurs qui vont quitter le club à un très bon prix d'ici 1 an ou 2, d'aller chercher un joueur qui soit capable de le remplacer au pied levé potentiellement suite à son futur départ. Donc voilà, il nous faut donc trouver un milieu défensif slash milieu de terrain central titulaire pour remplacer Andrei Santos, qui est quand même un départ non négligeable dans l'effectif strasbourgeois. Un milieu de terrain supplémentaire dans la rotation pour suppléer Valentine Barco.
offrir aussi une autre solution, parce que Barco étant un joueur assez polyvalent, il a un style assez particulier qui plaît beaucoup à Liam Rosenior, mais peut-être offrir un autre style de jeu pour qu'il ait vraiment une palette complète, l'entraîneur anglais du Racing. Et puis un milieu de terrain offensif dans la rotation pour suppléer Sébastien Nanasi, qui, on a vu, il y a eu pas mal de rotations à ce poste-là, Abidira, Le Maréchal, Nanasi, parfois du coup on a vu Ameyo, on a vu parfois Dylan Bakwa jouer un cran plus haut. Bref, c'est un entraîneur qui aime bien, je vais pas dire faire tourner, mais tenter différentes choses, surprendre l'adversaire. Donc plus on lui offre de cartouches, plus Liam Rosenior va s'éclater avec. Donc voilà, c'est tout l'intérêt aussi derrière l'idée d'avoir un effectif assez plein, et puis un buteur, doublure d'Emmanuel Emega, avec, comme pour Bakwa et pour Galadoué, l'évidence, parce que là c'est quasiment sûr qu'Emega va rejoindre Chelsea dans un an, l'évidence que le buteur qui sera sa doublure cette année devienne pourquoi pas titulaire la saison prochaine, éviter un cas à la Sékou Mara qui fait partie des rares flops du dernier recrutement strasbourgeois, et privilégier vraiment des joueurs qui correspondent vraiment à l'ADN et l'identité forte qu'apporte Liam Rosenior dans cette équipe. Donc voilà. Il y a du boulot, et donc on attaque sans plus attendre par le poste de gardien de but, où un choix s'impose. Je parlais des prêts avec Chelsea, il faut donc apprendre à en user. Alors ma question c'était, est-ce que Chelsea accepterait de prêter Jorgensen ou Mac Penders? Finalement, on se dirigerait plus vers le second, c'est ce que j'ai cru voir avant de tourner cette vidéo. Jeune belge qui a explosé à Genk, qui justement était prêté à Genk cette saison où il a été encore une fois très bon, à seulement 19 ans, effectivement il montre de très belles choses. Donc la suite logique pour lui, après un très bon prêt en Belgique, c'est un très bon prêt en Ligue 1. Alors a-t-il le niveau et les épaules pour l'Europe et la Ligue 1? Dans tous les cas ce sera un des enjeux, dans tous les cas il y a un risque derrière ça, même si je pense que Carl-Johan Johnson est capable de le remplacer au pied levé si, imaginons, ça le fait pas du tout, mais ce serait pas une très bonne publicité pour Chelsea. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un très grand gardien, je crois qu'il fait 1m98 ou 1m99, il prend beaucoup de place dans le but, ce qui était aussi un des atouts forts de George Petrovic. Il a un très bon gelon, il est gaucher il me semble, donc il est capable d'allonger assez intelligemment, même si Strasbourg n'est pas l'équipe qui use le plus du gelon, on sait qu'Emega peut être capable dans la profondeur et en déviation de faire des différences, donc ça fait partie des armes à prendre en compte. Il a une progression qui du coup est assez constante entre sa première saison à seulement 17 ans en Belgique, son arrivée à Chelsea, ensuite son nouveau prêt en Belgique où on sent qu'il prend en maturité et qu'il progresse de façon assez linéaire. Je pense que sa saison à Strasbourg peut vraiment le faire exploser, donc je vois malgré tout un intérêt à la fois pour Strasbourg et à la fois pour Chelsea. Et puis c'est un très bon gardien sur penalty, il en a sorti 2 sur les 6 derniers mois. 2 sur 4, hein. Donc en gros il arrête la moitié des penalties, donc voilà, il prend beaucoup de place dans le but, fort sur penalty. Bon, je pense qu'il a encore évidemment une marge de progression, mais je pense qu'il y a pas mal d'erreurs aussi qu'il pourra apprendre à gommer en Ligue 1 et peut-être même en Conference League. Une chose est sûre, c'est que s'il fait une saison à 30 ou 40 matchs à un très haut niveau, ça va le faire passer dans une autre dimension. Et c'est là aussi tout l'intérêt derrière la stratégie de Bluco. Donc voilà, on reste fidèle à ça. Mike Penders à Strasbourg, c'est marrant. Mike Penders, j'ai l'impression de citer un menu KFC. Donc Mike Penders à Strasbourg, c'est signé. Donc voilà, on poursuit avec le recrutement du coup du remplaçant de Guéladoué, donc un défenseur central axial droit qui est capable de jouer en tant que latéral droit. Donc je suis allé chercher Lukas Høgsberg qui joue au Danemark, au FC Nordjylland, qui fait partie évidemment des jeunes cracks à suivre et des jeunes cracks nombreux qui viennent aussi de Scandinavie. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui viennent de Norvège, de Danemark et qui explosent dans les 5 grands championnats européens. Alors je me dis pourquoi pas Lukas Høgsberg, premier U19 en passe progressive. C'est un très bon relanceur. Donc c'est aussi l'intérêt à Strasbourg d'avoir 2 défenseurs centraux et un joueur formé latéral droit avec Guy Guéladoué dans cette charnière à 3, c'est d'avoir un profil qui soit vraiment très à l'aise, balle au pied pour pouvoir relancer. C'est le cas de Lukas Høgsberg, ce qui me fait dire que c'est un très bon remplaçant pour Guéladoué. Rajouter à ça, et malgré ses 1m83, c'est 74% de duels aériens gagnés la saison dernière avec Nordjylland. Alors a-t-il pareil les épaules pour l'Europe et la Ligue 1? Moi je serais tenté de dire oui, il affiche du coup des stats assez impressionnantes. Parmi les jeunes joueurs du coup U19, il fait partie des joueurs qu'on voit le plus en avant au niveau des stats. Il a vraiment explosé cette saison avec Nordjylland.
Haaland, de très bonnes stats défensives, parmi les meilleurs intercepteurs également de son équipe. Je pense que pour lui, la marche suivante, c'est la Ligue 1. Donc c'est intéressant qu'on ait encore des clubs comme ça qui soient capables de mettre 9 millions d'euros sur la table grâce à Bluco avec Strasbourg. Et donc ça peut permettre de faire partie des belles histoires aussi de notre Ligue 1 la saison prochaine. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce joueur-là, Lucas Högberg, qui m'intéresse beaucoup et à qui je prédis un très bel avenir. Donc espérons que ça se fasse chez nous en Ligue 1 et espérons pour Strasbourg aussi en Conference League, encore une fois, si les Strasbourgeois passent les barrages. Donc voilà. On poursuit avec la doublure et le remplaçant de Diego Moreira qui peut lui permettre de le faire souffler un petit peu. Et je vais chercher Kassoum Ouattara, donc, qui devrait être prêté cet été par Monaco. Le club de la Principauté souhaite lui donner du temps de jeu ailleurs. Il pourrait en avoir un petit peu à Strasbourg, peut-être 15-20 matchs sur la saison. Ce que j'aime bien, et vis-à-vis aussi des qualités de Diego Moreira, c'est qu'ils ont quelques points communs. La tonicité sur leur côté. Quand tu es un piston, on le sait, tu fais des allers-retours en permanence sur toute la longueur du terrain sur le côté gauche. Lui, c'est un joueur qui est capable d'enchaîner les courses à haute intensité sans jamais s'arrêter. Il a également une bonne qualité, notamment de centre, pas forcément en l'air, mais aussi des centres à ras de terre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est capable de mettre le ballon dans la bonne zone depuis son couloir gauche. Comme je l'avais déjà mis dans mon mercato idéal pour Nantes, j'avais évoqué à l'époque notamment un match où je me souviens de lui, où il avait été très bon lors d'un de ses premiers matchs après son arrivée d'Amiens face à Lens avec Monaco, où il avait vraiment distillé 2 caviars pour Wissam Ben Yedder et vraiment dans la bonne zone, parfaite, passe appuyée sans plus, enfin vraiment c'était des centres parfaits pour lequel évidemment l'attaquant français s'était régalé. Donc voilà, c'est un joueur qui est également capable d'apporter offensivement. On sait que Diego Moreira est un des meilleurs passeurs de Strasbourg. Kassoum Ouattara pourrait également apporter sur ce côté gauche. L'insouciance, qui est une qualité que je retrouve aussi chez Diego Moreira, c'est l'aspect de ne pas se poser de questions, c'est l'aspect de pas trop calculer qui est l'adversaire, juste d'y aller à fond, des principes de dynamisme et de hargne un peu, ce qui fait aussi la force des équipes qui ont de l'identité. Et bien je pense que Kassoum Ouattara coche un peu toutes les cases pour être la doublure du coup de Moreira. Il peut évidemment encore progresser défensivement et notamment aussi sur ses contrôles de balles où je le trouve encore parfois un peu trop tendre. Néanmoins ça peut être un vrai renfort dans la rotation pour Strasbourg. Si imaginons Diego Moreira joue en Conference League, le faire souffler et mettre Ouattara en Ligue 1, je pense que Liam Rossignol pourrait le faire les yeux fermés avec ce profil. Donc voilà. On poursuit avec la doublure pour Dylan Bakwa. Et là, je suis allé chercher plutôt une opportunité de marché. Un joueur qui arrive en fin de cycle avec l'Eintracht Francfort. Oula, je l'ai très mal prononcé, dis donc. Eric Junior Dina Bimbe, formé au PSG, qui avait été prêté à Dijon avant d'arriver en Allemagne à Francfort, où il a fait plusieurs très bonnes saisons, notamment il y a 1 an. Cette saison, c'était un petit peu plus compliqué. Néanmoins, c'est un piston qui connaît le poste par cœur. Ça fait longtemps qu'il l'occupe à Francfort, donc ça peut être vraiment une solution alternative à Bakwa et différente. C'est-à-dire que là, c'est pas un gaucher, c'est un vrai droitier qui est assez finalement latéral, mais capable de rentrer assez au cœur du jeu. Quand je dis piston aussi assez complet, c'est qu'il a une formation plus de milieu de terrain, ce qui lui donne une certaine vista. Il est capable du coup de rentrer, de délivrer des bonnes passes. Il est capable aussi d'éliminer. C'est un des meilleurs dribbleurs de l'Eintracht sur les 2 dernières saisons. Donc voilà, Eric Junior Debimbe qui coûterait seulement 4,5 millions d'euros, ce qui est plutôt une belle opportunité en sachant que si Bakwa part l'année dernière, tu as une solution avec un petit peu plus d'expérience qui serait déjà au club. Donc ça peut permettre aussi à Dylan Bakwa de jouer un cran plus haut, c'est-à-dire que tu peux mettre Dina Bimbe en piston droit et mettre Bakwa en ailier droit, même si on sait que Bakwa aime bien repartir de assez loin pour pouvoir repiquer et avec sa qualité de pied gauche offrir un très bon ballon souvent à Emega ou à d'autres joueurs. Donc voilà, pour moi c'est une belle solution alternative et ça offre un profil dont ne dispose pas Liam Rossignol, et c'est vraiment pour cette raison que je vais chercher Eric Junior Dina Bimbe en Allemagne à l'Eintracht. Donc voilà. On poursuit avec ma recrue idéale pour Strasbourg. J'ai sorti justement une vidéo où je citais quelle serait la recrue idéale pour chaque club de Ligue 1 et j'avais mis Valentin Tangana. Donc là, cette vidéo était sortie il y a 2 jours du coup au moment où la vidéo va sortir, et j'avais du coup nommé Valentin Tangana qui a fait une saison à titre individuel correcte avec Reims, même si Reims est malheureusement descendu en Ligue 2. Néanmoins, toutes ces épopées qu'il a vécues, l'idée de vivre aussi
aussi une mission maintien assez galère. Je trouve que ça lui a donné un certain leadership et une aura naturelle qu'il a aussi témoigné avec l'équipe de France U19 où il était un capitaine en sélection jeune pendant assez longtemps, U17, U19, etc. Donc voilà, à 19 ans, pour moi, c'est une suite logique pour lui. Éviter qu'il quitte la Ligue 1 trop tôt. Il est assez complet, assez polyvalent. Ce que j'aime bien avec son profil et l'idée qu'il remplace André Santos, c'est que lui est capable d'apporter un vrai équilibre défensif. On sait qu'à Strasbourg, les pistons, les joueurs assez latérales montent beaucoup. Donc il faut une contrebalance au milieu de terrain. Valentin Tangana a cette intelligence-là et cette polyvalence-là de combler les brèches. En plus de ça, il est très bon placeur et il est très bon tacleur, pardon. Et il a un très bon sens du placement. Donc voilà, c'est vraiment les qualités que je veux mettre en avant avec lui. Parce que on sait que Liam Rosenior aime vraiment jouer sur la polyvalence de ses joueurs, en témoignent Bakwa, Moreira, Barco, etc. Atangana complète exactement ce profil-là. Il est aussi capable de jouer en défense centrale, on l'a vu, capable de jouer 6, capable de jouer 8. Et puis, figurez-vous que sur cette piste que j'ai complètement inventée, eh bien je viens de voir juste avant de tourner cette vidéo que Strasbourg s'intéressait réellement à Valentin Atangana. Donc je pense que pour environ 14 millions d'euros, Strasbourg pourrait dénicher le remplaçant parfait d'André Santos. Donc voilà, puis encore une fois, avec un joueur comme ça, tu peux réussir à, s'il fait une ou deux bonnes saisons, à le revendre 30 ou 40 millions d'euros. Et ça fait tourner la machine et ça fait tourner le fonctionnement de Bluco et ça donne encore plus de crédibilité à Strasbourg, notamment au niveau de l'attractivité. Et je pense que pour un jeune joueur comme ça, ce projet-là à Strasbourg, où la jeunesse est au centre du projet sportif, bah ça a du sens et je pense que ça leur donne du coup, comme je l'ai dit, une certaine attractivité. Donc je pense que ça pourrait être le cas pour Valentin Atangana. Ça fait pas un déplacement énorme entre Reims et Strasbourg en plus, si je puis me permettre, et puis ça lui évite de découvrir la Ligue 2 en Champagne. Donc voilà, direction du coup Strasbourg pour Valentin Atangana, c'est signé. On poursuit au milieu de terrain et on va de nouveau user du bon partenariat entre frères, entre Chelsea et Strasbourg, avec un prêt dont on évoque, voilà, un prêt qu'on évoque déjà depuis 6 mois, depuis qu'il a été acheté par Chelsea à Saint-Etienne, le jeune Matissa Mougou qui a été signé par Chelsea très très tôt. Finalement il n'a pas eu le temps de faire vraiment peut-être 10-15 vrais bons matchs avec Saint-Etienne. À peine avait-il été lancé dans le grand bain de la Ligue 1 et il avait déjà signé dans l'un des plus grands clubs anglais. Donc évidemment il a très peu joué, quelques petits matchs en Conference League avec l'équipe bis de Chelsea. Néanmoins il a eu le temps de montrer des choses assez intéressantes avec Saint-Etienne et c'est ce qui me laisse dire que c'est une suite logique pour lui de revenir en Ligue 1 dans son pays et de vraiment offrir une saison assez pleine dans la rotation, pourquoi pas, ou même en Conference League dans un club comme Strasbourg. Ce qui me plaît avec lui, c'est que il a un profil où il est toujours tourné vers l'avant. C'est le joueur qui en Ligue 1 fait partie du top 1% avec le plus de passes vers l'avant. Donc il est toujours situé vers l'avant. Ça tombe bien, Strasbourg a un système qui correspond à ça, avec deux milieux offensifs qui viennent récupérer les ballons avec des passes qui cassent les lignes. Donc avant c'était Barco, Diarra ou Santos, maintenant ça pourrait être Atangana, Amougou ou Barco. Néanmoins je pense pas que ce principe là changera. Les ambitions de jouer vers l'avant de Liam Rosenior, je pense, seront toujours là la saison prochaine. Ça tombe bien. Matissa Mougou correspond à cette idée-là. Voilà, un très bon jeune passe, souvent tourné vers l'avant, capacité également de transversale, et je vais rajouter une certaine consistance, c'est que je pense qu'il a un certain bagage aussi physique qui fait qu'il peut tenir 90 minutes à une très bonne intensité pour la Ligue 1. Donc voilà, je pense vraiment que ça peut être une recrue vraiment idéale pour parfaire l'entrejeu alsacien dans la rotation. Alors il doit encore se révéler, il n'a pas fait encore une saison pleine, alors pourquoi pas la faire à Strasbourg et permettre d'offrir une solution supplémentaire à Liam Rosenior. Donc voilà. On continue d'user de la relation entre Strasbourg et Chelsea avec l'arrivée de Kendry Páez. Donc je cherchais un milieu offensif doublure de Sébastien Nazi pour apporter une dernière solution offensive supplémentaire à Liam Rosenior. Évidemment, Kendry Páez fait partie des jeunes joueurs qui pourraient être prêtés par Chelsea à Strasbourg. À seulement 18 ans... c'est un des gros cracks mondial, hein, on peut le dire. Je pense qu'il est déjà prêt pour la Ligue 1 vis-à-vis de son volume de jeu, qui est la première qualité que je veux mettre en avant chez lui, alors que j'aurais pu parler des stats, de sa qualité de finition, de passe, etc. Je vais vraiment parler de son volume de jeu. C'est que il dégage vraiment, il prend beaucoup de place sur le terrain et il est capable d'écarter complètement le jeu offensif de son équipe et de mettre en panique à lui tout seul tout un système défensif. C'est ce qui me plaît beaucoup chez lui.
lui. Il a évidemment une forme de polyvalence qui fait qu'il peut jouer, je pense à beaucoup de postes de l'attaque, autant sur un côté qu'en milieu offensif. Donc il est très bon dribbleur, il a déjà eu quelques stats en Libertadores avant qu'il ne signe du côté de Chelsea. Il fait partie du coup des grands espoirs mondiaux qui peuvent grandir au sein de Strasbourg, et je pense qu'il y a un enjeu aussi autour de ça. Donc voilà, à seulement 18 ans, ça me semble être une suite logique pour lui, parce que encore une fois, s'il fait une belle saison à Strasbourg, il revient à Chelsea, et derrière sa valeur n'est plus la même, et puis surtout il aura confirmé, non pas en Amérique du Sud, mais bel et bien dans l'un des 5 grands championnats européens, et bien tout simplement qu'il avait le niveau. Donc voilà, Kendry Páez à Strasbourg, c'est signé. Et puis on termine avec le dernier recrutement, et pas des moindres, certainement le plus important. Je voulais un remplaçant digne de ce nom d'Emmanuel Emega, qui devrait du coup quitter Strasbourg dans 1 an encore une fois. Et je me suis tourné vers un Argentin qui a brillé en seconde division espagnole à Mirandes. Il s'agit de Joaquín Panicelli. Alors cette idée n'est pas la mienne, Strasbourg suit réellement le joueur. 21 buts et 8 passes D en Liga, en Liga 2, pardon. Comment dire, je me suis renseigné sur son style de jeu, etc. Outre sa ressemblance assez flagrante avec Leonardo Balerdi, il dégage ce côté grinta qui est assez propre aux Argentins, et qui moi me plaît beaucoup, parce que je trouve que ce caractère-là, cette hargne-là, ça correspond aussi beaucoup malgré tout aux qualités assez fortes de Emmanuel Emega, qui est un des personnages de notre Ligue 1, avec du caractère, qui aime bien jouer avec les défenseurs adverses. Panicelli coche ces cases-là également. En plus de ça, 21 buts et 8 passes D, ça c'est, on va dire, le supplément, renard des surfaces. Alors, vis-à-vis du jeu de Liam Rosenior, pour moi, il peut encore progresser. Emmanuel Emega participe pas mal au jeu offensif strasbourgeois, là où Panicelli pourra avoir quelques limites, notamment dans ses dernières passes et ses contrôles de balles, où je lui vois encore quelques défauts techniques. Néanmoins, dans son positionnement sur l'aspect du coup, comme je l'ai dit, renard des surfaces et les stats, parce que mine de rien, additionner ses 29 goal assists sur la saison, voilà, il a déjà largement les épaules pour la Ligue 1, et je pense que dans 1 an, il aura les épaules pour remplacer un Emmanuel Emega. Donc voilà, 17 millions d'euros pour aller le chercher. Je crois qu'il était prêté à Mirandes par Alaves, donc du coup ce sera un transfert en provenance d'Alaves, 17 millions d'euros pour signer la grosse recrue du mercato estival strasbourgeois. Donc voilà, on a fait le tour, pas mal de recrutements, pas mal d'idées différentes, pas mal aussi de prêts évidemment depuis Chelsea, donc voilà. On se retrouve du coup en regardant l'équipe titulaire avec une certaine structure qui a été conservée. Donc là-dessus, je pense qu'on peut cocher un des objectifs qu'on s'était fixé en début de vidéo. Donc on retrouve évidemment la défense avec Omo Bamidele, Gueladoué, qui est malgré tout un des seuls joueurs à avoir fait la saison pleine là, dans la défense qu'on aperçoit strasbourgeoise, qui du coup ne peut plus compter sur Mamadou Sarr notamment. Omo Bamidele est là, Soumaïla Koulibaly est là, Mike Penders du coup prêté par Chelsea sera le gardien titulaire de cette équipe. Sur le côté gauche, ça bouge pas trop, Valentin Barco, Thiago Moreira, Sébastien Anassi, c'est de la valeur sûre. Côté droit, Dylan Bakwa, Félix Le Maréchal, je pense que c'est plutôt solide. Et puis Valentin Atangana qui pour moi voilà, coche toutes les cases pour remplacer André Santos. Donc voilà, et puis là-dessus, il y a l'avantage aussi de se dire que Atangana peut faire 2-3 ans à Strasbourg et qu'on ne sera pas obligé de le remplacer dès la saison prochaine, comme c'est le cas avec tous les joueurs prêtés par Chelsea quasiment. Donc voilà, et puis Emmanuel Emega, toujours là en pointe, fidèle au poste, qui devrait faire du coup sa dernière saison en Alsace. Et là, du coup, on va apercevoir le plus de changements, c'est sur le second 11 type, du coup avec Carl-Johan Johnson dans les buts, ça ne bouge pas, Bakar Silla, Seydousso et Lucas Oxberg pour compléter cette défense, le jeune Danois qui du coup serait peut-être le 4e ou 5e défenseur central du système de Liam Rosenior, qui pourrait du coup postuler une place de titulaire dès la saison prochaine. Ouattara est également là en doublure de Diego Moreira. Eric Junior Dinabimbe offre une solution alternative à Dylan Bakwa en piston droit, là où Dinabimbe est un vrai piston droit, là où Bakwa, je dirais plutôt que Rosenior lui a construit un poste pour lui.
Mathis Amougou Junior Mwanga au milieu de terrain, un profil du coup assez défensif pour l'équilibre de l'équipe, et un autre vraiment avec une vraie qualité de passe vers l'avant, comme je l'ai dit pour Mathis Amougou. Kendry Paez, le feu follet en provenance de Chelsea, prêté du coup par le club anglais. Samuel Amo-Emeayo qui sera attendu après quelques bons matchs lors de ses 6 premiers mois à Strasbourg dans la rotation. J'espère qu'il pourra postuler à quelques matchs en tant que titulaire. Je trouve qu'il a montré de très bonnes choses à seulement 17-18 ans. Et puis Panicelli qui du coup pourrait vivre sa première saison en Ligue 1 et remplacer au pied levé Emmanuel Emega dès que possible. Donc voilà. Pour l'équipe, on garde Yoni Gomis, Pape Demba Diop qui a été acheté cette année en Belgique. Il y a toujours un autre Ouattara, il y a toujours Ryan Messi. Il y a toujours Sékou Mara, donc voilà, il y a encore pas mal de jeunesse strasbourgeoise en plus pour parfaire cette équipe qui là, du coup, je trouve, a une vraie profondeur de banc intéressante. Si on comptabilise la totalité des joueurs, on est sur un total d'un groupe de 29 joueurs, dont au moins, je pense, 23-24 sont capables de jouer en Ligue 1 au minimum. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant et je trouve qu'on a plutôt bien géré ce mercato. Au niveau du bilan du recrutement, on en est donc à 8 arrivées pour 44,5 millions d'euros de dépenses transferts, donc c'est évidemment des sommes qui sont assez conséquentes, mais qui sont néanmoins nécessaires au vu du nombre d'arrivées qu'on a effectuées et aussi au vu de la valeur des joueurs qui peuvent être amenés à quitter le club pour encore plus, donc ça coche aussi les cases de potentielle revente. On a anticipé des gros départs prochains. Bakwa, Doué et Mega qui font partie des joueurs clés de l'IM Rosseignor et qui ont une certaine valeur sur le marché et qui pourraient du coup postuler à des très très gros clubs européens d'ici potentiellement un an. On a du coup également pas mal de joueurs qui pourraient représenter des grosses valeurs marchandes d'ici un an ou deux, et puis on offre aussi toujours une vitrine pour Chelsea avec le prêt de 3 nouveaux joueurs, Amougou, Paez et Penders. Donc voilà. Je pense qu'on a plutôt respecté les objectifs, on a plutôt été fidèle à la réalité strasbourgeoise. J'espère en tout cas avoir été le plus réaliste possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.